Alors quel scénario pour Bitcoin cet été? Puisque ça y est, on est en été, il fait chaud, il fait très chaud. Est-ce que l'été sera chaud aussi pour Bitcoin? Je vous donne quand même un élément rapide de réponse, d'après les différentes analyses que je vois passer, et puis aussi d'après mon propre ressenti. Le plus probable aujourd'hui, c'est que ça reparte pas pendant l'été, mais plutôt que ça stagne, que ça range, voire que ça fasse un nouveau plus bas. Le plus probable aujourd'hui, c'est que ce soit plutôt sur la fin de l'année qu'il y ait une reprise et une inversion de la tendance baissière. Et on va voir ça plus en détail dans cette vidéo avec de l'analyse technique et on-chain, différents points de vue, différentes perspectives, certains signaux, des figures graphiques et de l'actualité. Alors on va démarrer tout de suite, mais juste avant, évidemment, comme toujours, je vous invite à mettre un like, voire même à mettre un boost. Apparemment, ce serait plus puissant qu'un like pour aider à la distribution de la vidéo par l'algorithme. Si ce contenu vous est utile et que vous découvrez ma chaîne au cours de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et merci pour votre présence. On va donc commencer avec une actualité que vous avez forcément vu passer. Un traité de paix qui a été signé en France entre l'Iran et les États-Unis. Ça s'est passé à Versailles et en compagnie de notre président Emmanuel Macron. Il y a même l'ancien ministre du numérique Barrot qui est derrière. Alors en soi c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, un traité de paix qui est signé. Par contre, personnellement je suis pas sûr de la solidité du traité. À peine le lendemain ou le surlendemain, c'était déjà un petit peu remis en question, il y avait peut-être des bombardements encore. C'était redevenu un peu tendu. C'est redevenu calme là au cours des derniers jours. Alors on va dire que pour l'instant, il y a bien des négociations de paix, mais c'est peut-être que temporaire, et finalement on serait pas étonné si ça capote, quoi. Même si on espère que ça dure, hein, de tous les points de vue. Mais finalement, quand il y a une guerre, il y a un gagnant, il y a un perdant. Alors pas forcément, il y a que des perdants généralement en fait dans la guerre, ou en tout cas la majorité est perdante. C'est à se demander du coup pourquoi on fait des guerres. C'est peut-être parce que il y en a quelques-uns qui en profitent quand même. Apparemment ils ont un gros pouvoir de décision, ceux-là, parce que sans eux il n'y en aurait pas des guerres peut-être. Quoique, est-ce que c'est dans la nature humaine la guerre, de se taper dessus avec un bâton? Je divague quelque peu, on n'est pas là pour philosopher, même si ça fait peut-être partie des aspects pour lesquels aussi vous me suivez, hein, finalement. Et je vous ai posé la question, même si peut-être que vous serez d'accord, il y a globalement que des perdants dans la guerre, mais il y en a peut-être certains plus que d'autres, et là, entre les deux camps, on résume ça à deux pays, vous savez, il y en a plus évidemment, et puis par extension, il y en a qui mènent des guerres indirectes aussi, mais entre l'Iran et les États-Unis, vous êtes quand même près des trois quarts à être de l'avis que c'est l'Iran qui a gagné. Et pourquoi vous pensez ça? Certainement parce que sur le papier, alors sur le papier il y a aussi de nombreux morts, hein, quand même, je pense que ça compte, ça tâche un petit peu le papier. Mais si on regarde juste l'aspect argent ou matériel, effectivement ça donne l'impression que c'est plutôt l'Iran qui a gagné. Ils sont maintenant autorisés à vendre leur pétrole, ils ont repris la totalité du contrôle du détroit d'Ormuz, enfin ils l'avaient déjà en fait, on s'en est rendu compte au cours de la guerre d'ailleurs. Cette vente de pétrole, là, ça va leur apporter 60 milliards de dollars par an. Les sanctions aussi, elles ont été enlevées, les sanctions qui duraient depuis combien de temps, je sais pas, une vingtaine d'années peut-être, et qui n'ont fait que se renforcer au cours du temps, c'est terminé. Il y a d'autres choses aussi, il y a un fonds de 300 milliards de dollars qui est créé pour reconstruire l'Iran. Et les USA vont verser, et du coup ils ont versé, dans les 3 jours qui ont suivi, 10% de cette somme, donc 30 milliards. Et finalement tout ça, effectivement, ça fait penser, qu'il y a quand même un gagnant dans cette histoire, même s'il y a eu de nombreuses pertes humaines. Et le pire dans tout ça, c'est que ça pourrait recommencer. Mais bon voilà, Trump il dira quand même qu'il a gagné, hein. Je passe à un sujet suivant, ça concerne quand même toujours les États-Unis, et forcément le reste du monde, parce que ça concerne la politique monétaire de la Fed, le dollar, le dollar qui est utilisé partout dans le monde, notamment aussi le pétrodollar. Mais qu'est-ce qu'a dit Kevin Warsh? Alors déjà, il n'y a pas eu de baisse de taux, il n'y a pas eu non plus d'augmentation des taux. Et je pense que le message principal là qu'il a fait passer au marché, c'est « Je ne peux pas vous donner la moindre indication sur ce que nous allons faire ensuite ». En fait, c'est ce qu'il a dit, concrètement, c'est une citation, mais c'est aussi le message global. Contrairement à avant, en fait, il y avait Powell qui disait « Bon voilà, on envisage ceci pour la fin de l'année, on continue de monitorer, on peut s'attendre à ça, à ça, à ça ». Et donc, les marchés anticipaient. Et Kevin Warsh, qu'il veut, c'est donner moins d'éléments pour que les marchés ne puissent pas ou moins anticiper, et du coup quand il y a une décision qui est prise, son impact est peut-être plus fort et c'est peut-être plus efficace, du coup comme ça la politique monétaire de la Fed. Ça envoie un signal plus clair et plus précis au moment voulu, pour qu'il y ait de l'impact en fait. Donc ça c'est
c'est sa façon de voir les choses, c'est ce qu'il voudrait mettre en place, et donc c'est comme ça qu'il commence son mandat comme président de la Fed. Et il y a certaines de ses citations, des choses clés qu'il a dit, donc je vais vous les dire. L'inflation elle reste au-dessus des 2%, et donc les prix sont trop élevés pour la plupart des gens, donc c'est un problème, l'inflation est un problème en gros. Nous allons corriger 5 ans d'erreur sur l'inflation, donc la philosophie et la façon de faire de la Fed précédemment, ce sera pas la façon de faire pour les années à venir, du coup, hein, a priori. La Fed ne vous dira plus à l'avance ce qu'elle prévoit de faire avec les taux d'intérêt. Alors malgré ça, malgré le fait qu'ils disent on vous dira plus ce qu'on va faire, et je veux plus vous donner la moindre indication sur ce qu'on va faire ensuite, malgré ça, j'ai vu beaucoup de gens sur X spéculer sur des augmentations des taux, dû au fait que l'inflation est trop importante. Apparemment qu'il y a une vache qui surveille les cours de la bourse plus que toute autre chose lorsqu'il prend ses décisions, donc, et il sait l'impact que ça peut avoir sur le marché. Il laisse aussi passer l'idée qu'il n'est pas là pour faire cracher le marché non plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est l'idée qu'il cherche à faire passer. Les taux d'intérêt nuisent au marché immobilier, mais ne ralentissent pas les marchés financiers. Donc, justement, concernant ces marchés financiers, là, il est en train de dire, si on augmente les taux, a priori, c'est pas pour autant que le marché va cracher, les marchés financiers. Par contre, ça risque de nuire au marché immobilier, donc j'ai l'impression qu'il dit aussi, augmenter les taux, c'est pas forcément la chose souhaitée. C'est pas pour autant que ça n'arrivera pas, mais c'est pas forcément ce qu'il veut, puisqu'il évoque un effet néfaste au fait d'augmenter les taux. Vous me direz aussi, si vous avez d'autres interprétations de tout ça. Les 19 membres autour de la table ont convenu de ne pas relever les taux aujourd'hui. Donc apparemment, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait pas augmenter les taux, ou peut-être que c'est le consensus des 19 qui fait qu'ils ont pas augmenté les taux. C'est pas pour autant que tout le monde est d'accord, bon, on sait pas bien. À mon avis, il y en a quand même certains qui voulaient augmenter les taux. Il y a l'objectif d'inflation de 2% qui ne change pas, donc on est au-dessus. Si l'objectif c'est toujours le même, du coup la question se pose, est-ce qu'il faudra augmenter les taux? Il a refusé de dire si la hausse des rendements obligataires après la décision d'aujourd'hui l'inquiète, et il a refusé de dire s'il a parlé à Trump depuis qu'il est devenu président de la Fed. Il veut pas donner d'indication. Mais du coup, quelles sont les estimations des uns et des autres pour la suite et la direction concernant les taux? Pour la prochaine réunion de la Fed, les 2 tiers pensent que ça va rester inchangé, mais il y en a quand même un tiers qui pense que les taux vont augmenter. La prochaine réunion, c'est dans 35 jours. Si on regarde plus loin au niveau des probabilités sur le reste de l'année en 2027, par contre, la probabilité d'une baisse de taux, elle est évaluée à 0% sur la fin de l'année 2026, voire même, il pourrait y avoir une hausse des taux. La hausse des taux paraît plus crédible, d'après les analystes, que des taux inchangés. Et en 2027, c'est pareil, quoi. Il y a presque pas de perspective de baisse des taux, donc là on est parti peut-être pour 2 ans sans baisse de taux, en tout cas d'après les estimations. Et on irait plutôt vers une hausse des taux. Donc ça évidemment, c'est pas bon pour les actifs à risque. En tout cas, c'est la première lecture qu'on peut avoir. Puis on verra bien ce qu'il fera Kevin. Par contre, au niveau de BTC, il y a des choses qui peuvent le rendre plus attractif. Je vous en avais parlé, il me semble, la semaine dernière, mais c'était pas encore validé, c'était pas encore sûr. BlackRock, qui propose un produit, un ETF, en fait une version avec du rendement, il s'appelle Bita, et du coup ça a été validé. Donc ça va se faire. Ils l'ont créé même d'ailleurs, ça vient d'être fait. Et je vous passe l'explication technique, vous pouvez la lire ici. Mais en gros, il y a une façon de faire pour générer du rendement sur BTC. Et pourquoi ça peut être bon pour attirer de la liquidité? C'est parce qu'il y a des milliers de milliards de dollars qui sont dans des fonds de pension, comme il est dit ici, des family office, etc. Et ils ne peuvent pas toucher à Bitcoin parce qu'il n'y a pas de rendement dessus, il n'y a pas de yield. C'est pas qu'ils veulent pas se diversifier et mettre une allocation sur Bitcoin, mais c'est que dans leur politique et dans leur façon de faire, ils mettent pas d'allocation sur quelque chose qui ne génère pas de rendement. Donc c'est un nouvel ETF qui correspond à un besoin finalement de cette cible-là, les fonds de pension des assureurs, les family office, et finalement c'est la plus grosse classe d'acheteurs. C'est énormément d'argent. Donc on va voir si ça va attirer cet argent, une partie en tout cas, sur Bitcoin. On verra. Ça arriverait au bon moment en tout cas, je trouve. À un moment où BTC a déjà chuté de 50% par rapport à son ATH. Ça tombe bien, quoi. Et toujours autre chose qui peut rendre attractif, en tout cas apporter de la liquidité, Franklin Templeton dépose des ETF qui transforment les dividendes en Bitcoin. C'est-à-dire que vous avez des ETF d'actions, et le rendement de ces actions, il est converti
convertis en Bitcoin. Donc plus de liquidité sur BTC comme ça. C'est intéressant en tout cas ces nouveaux produits, je trouve, ça donne plus d'attractivité à Bitcoin, quoi, clairement. Malgré ça, bon, actuellement, c'est pas ça qui pousse le prix, mais bon, c'est peut-être des choses qui sont pas intégrées. Ou alors c'est des choses qui n'ont pas d'impact, mais bon, quand même, ça m'étonnerait. Il y a aussi un gros transfert, je vous l'avais déjà évoqué, mais là je vois Dark Force qui le dit aussi, un gros transfert des mains faibles, entre guillemets, aux mains fortes, puis aussi des nouvelles mains fortes, les institutionnelles, quoi. Mais on voit aussi autre chose, là, c'est qu'environ 20% de l'offre de Bitcoin se situe maintenant dans la fourchette des 60 à 70 000 $. Pendant cette période, il y a pas mal de monde qui a acheté. Je pense que les gens, ils ont commencé à démarrer leur DCA depuis février, en tout cas une partie des gens, et ça explique cela. Et c'est une condition finalement pour qu'un bottom se forme. Donc ça pourrait y contribuer, même si, enfin, on va dire que même s'il peut y avoir de nouveau plus bas, il y a normalement peu de chances qu'on dégringole encore énormément, ou beaucoup moins de chances, quoi. On arrive à un stade où on a quand même certains signaux, et puis on va voir ça avec la suite, qui nous montrent qu'on se rapproche quand même au fur et à mesure d'une inversion de tendance. D'ailleurs, si on regarde le SOTT, il est passé au violet il y a 8 mois, donc quand on regarde, surtout pour comparer avec les cycles précédents, le violet c'est cette période assez dure du bear market, grosso modo. Ensuite, on passe au vert, et le vert n'est plus très loin quand on se rapproche. Le vert est dans la pomme. Et sinon, le power low, c'est encore un des autres très nombreux signaux. Celui-là, il nous dit qu'il y a un support à 59 000 $. Voilà, pour faire les choses très simples. Et on remarque aussi qu'on n'a jamais dépassé la ligne verte, qui est le juste prix entre guillemets de BTC selon le Power Law. Pour vous rappeler, un modèle mathématique en fonction du développement de BTC qui indique le niveau de prix maximum, le plafond en violet, le prix juste en vert. Donc ça c'est le prix sur lequel il devrait tendre au cours du temps. Les excès c'est la partie violette, et puis normalement les excès à la hausse et les excès à la baisse c'est la partie rouge, le trait rouge, donc on serait quand même, selon le Power Law, sur un excès baissier et en bas de l'excès baissier de ce canal, finalement, quelque part. Et on remarque que sur le cycle qui vient de se dérouler, on était finalement souvent autour du prix juste, un peu en dessous sans jamais vraiment le dépasser. Normalement, lors des précédents cycles, à chaque fois on est passé au-dessus quand même. Il y a eu quelque chose de différent sur ce cycle, on est d'accord. Et sur les 3 cycles précédents, un autre indicateur, alors là il est écrit, c'est le CVDD, non c'est pas le CVDD, pardon, c'est le CVDD justement, c'est pas le CVVD, on s'en mêle les pinceaux un petit peu. JCVD, Jean-Claude Van Damme. Tu vois ça, de l'eau. Dans 20 ans, il n'y en aura plus. Voilà, on est 20 ans après, on a chaud, c'est la canicule. Bon, on a encore de l'eau, heureusement. Par contre, il n'y a toujours pas de clim. J'ouvre un débat dans les commentaires pour ou contre la clim. Ça sera aussi pour le référencement. Mais d'après le JCVD, le CVDD, et d'après Ted Pilot, en fait, il faut toucher cette ligne verte du VDD, donc, on est d'accord, pour former le bottom. Alors on n'en est plus très loin, mais on n'y est pas. Et il est à 49 000 $. Alors un peu plus, de façon plus précise, on peut le voir ici, là, sur Bitcoin Magazine Pro, et c'est gratos. On va regarder ça de plus près, et actuellement, il est à 48 178 $, très exactement. On voit en effet, lors des précédents cycles, on est allé le toucher, mais bon, voilà, très rapidement quand même. Enfin, ça dépend. Voilà. Sur le dernier cycle, on est resté collé dessus pendant 2 mois, en fait. 2 mois, c'est pas non plus très long, entre guillemets. Sur le cycle d'avant, bon voilà, on l'a touché, et on est resté légèrement au-dessus avant de se reprendre. Sur le cycle encore d'avant, on l'a à peine touché, avant de remonter au-dessus, donc actuellement c'est 48 000 $. Est-ce qu'on ira le toucher? Est-ce qu'on restera légèrement au-dessus? Ou est-ce qu'on passera même en dessous? L'avenir nous le dira. Est-ce que ce sera peut-être au cours de cet été? Parce que il faut pas oublier, je vous en ai parlé la semaine dernière, il y a une divergence haussière en hebdo qui reste intacte, comme nous la rappelle CryptoJill. Vous voyez ici cette belle divergence, le prix qui continue de baisser et le RSI qui remonte. Et même si ça n'a pas un effet immédiat, mais c'est un signal qui généralement est annonciateur d'une inversion de tendance dans les mois qui suivent. Et c'est pour cette raison-là que CryptoJill est repassé acheteur. Et il avait appliqué cette façon de faire, cette méthode, pour
commencé à rentrer sur le BTC lors du cycle précédent. Donc voilà, il a sa stratégie. Je trouve qu'il est assez sérieux justement sur sa stratégie et sur son discours. C'est pour ça que je vous en parle, c'est pour ça que je vous le montre. Il avait démarré sur le cycle précédent son DCA ici, et il avait pris du profit à partir d'ici, et puis au cours de la hausse, et plus ou moins sur le top, il avait pris presque tout, il avait presque tout vendu, quoi. Donc c'est une méthode qu'il a pu éprouver, et ce signal de la divergence haussière qu'on a vu juste avant, et ben il redémarre son DCA du coup, et encore une fois, dans l'idée que finalement, même si le bottom exact, le point le plus bas, est peut-être pas encore fait, on en est peut-être plus très loin. Même si de temps en temps, dans le fil d'actu, je vois passer des gens qui disent que ça valait à 30 000 $, à 40 000, voire même j'ai vu du 10 000 $. Mais après, c'est peut-être toujours à celui qui dit le truc le plus extrême, parce que ça fait peut-être plus de bruit aussi. TechDev, lui, il aime bien parler du business cycle. Et là, c'est ce qu'il nous montre en fait sur le graphique. Le business cycle, le cycle économique, et du coup celui de la liquidité, lorsqu'il part en expansion, c'est profitable pour les actifs à risque. Eh bien, on est repassé dans cette phase d'expansion en vert, il y a quelques mois, depuis plus ou moins le mois de février, je crois. Donc il commande pas tellement, mais ça laisse entendre que le meilleur reste à venir. Le pire est peut-être derrière nous. Titan of Crypto qui nous invite, d'ailleurs c'est plus Titan of Crypto, c'est Titan tout court. Lui il est français d'ailleurs, même s'il parle en anglais. Mais il nous invite à prendre de la hauteur, à voir l'ensemble. L'ensemble c'est quoi? C'est que il y a un bear market et il y a une structure baissière. Et au bout d'un moment, ça dure pas tout le temps, cette structure baissière elle est rompue, la tendance est inversée, et on repasse haussier. Pour cela, il faut un breakout, comme lors des cycles précédents, repasser au-dessus de cette structure, enfin de cette ligne noire, quoi. Et voilà, c'est une question de temps, en gros. Et c'est plus forcément très loin, c'est aussi un peu le message. Finalement, il faut que l'été passe, peut-être. Le scénario, c'est celui d'attendre la capitulation par le temps, on est peut-être dans cette phase-là. Justement, Titan, son scénario pour l'été, c'est celui-ci. C'est celui, peut-être qui... je sais pas si c'est celui qu'il privilégie, mais possible. Et en gros, dans ce cas, il y aurait plus forcément de très grosses chutes de BTC, mais même une petite chute entre guillemets jusqu'au 56K ou encore un peu en dessous, jusqu'au 50K ou encore un petit peu en dessous, c'est plus une si grosse chute que ça, mais ce serait peut-être suffisant pour la capitulation finale, avant de se reprendre et dépasser, casser cette structure baissière. Alors Benjamin Cohen qui fait remarquer qu'on est compressé entre cette structure baissière là au-dessus et la SMA 200, qui sert toujours pour l'instant de support. Lui, il pense qu'il va y avoir une baisse décisive à venir là sur le reste de l'année, plus tard cette année, et c'est ça qui fera capituler, sans dire une baisse de combien. Mais il est pour l'instant toujours plutôt baissier. Il pense que le bottom, ce sera vraiment sur la fin de l'année, sur le dernier trimestre. Mais ce serait quand même un peu tardif, peut-être, si c'est le mois d'octobre, peut-être, une reprise en octobre dans ces cas-là, dans ce scénario. Alors c'est peut-être quelque chose qu'on n'aime pas, mais là je vois un commentaire, c'est intéressant. Un commentaire qui dit que Benjamin Cohen, ce connard a généralement raison. Il a suivi tous les crétins débiles au fil des ans, et il y en a environ 3 selon lui. Bon, je sais pas qui c'est un anonyme, mais c'est intéressant comme commentaire. Il y en a environ 3 qui font des analyses correctes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me paraît un peu tard quand même le T4, ça dépend, si c'est en décembre, c'est pas la même chose qu'octobre, pour le bottom final et ultime. On verra. Et parlons un peu des alts. La pression de vente sur les alts a atteint un niveau extrême depuis 2020. On voit ça ici, vous voyez la partie orange. C'est effectivement extrême par rapport même à 2022. Ce bear market était assez tranquille finalement en termes de pression de vente des alts comparé à ce qui s'est passé au cours des 8 derniers mois et puis même des dernières années, on va dire. Kyung-Ju, CEO de CryptoQuant, il dit que l'alt-season, comme on l'a vu du coup au cours des dernières années, finalement elle a été inexistante. Le volume des altcoins en paire BTC s'est effondré depuis 2021 et c'est ce qu'on voit ici. Effectivement, on est proche du rien du tout, mais je pense qu'il faut nuancer un peu ça. On parle de paires BTC avec les alts, et finalement ces paires BTC avec les alts, elles étaient surtout utilisées avant, quand il y avait beaucoup moins de stablecoins. Aujourd'hui, les stablecoins sont répandus et ils répondent aux besoins, justement. Il n'y a plus besoin d'être sur une paire BTC alt. C'est d'ailleurs cette paire BTC alt et l'absence de stablecoin qui poussait à une rotation des actifs. Enfin, c'était un jeu bien sympa, quoi. Mettre une partie des profits sur des petites capitalisations, et vu que c'est des gros profits, ça fait péter
le market cap des alts, des cryptos à droite à gauche, et c'est ça qui faisait tout péter à la hausse. Peut-être finalement le fait qu'il y ait des stablecoins, ça nuit aussi à l'alt season, je sais pas. Bon, je pense pas que ce soit vraiment ça, mais en tout cas c'est un bon outil, les stablecoins, en attendant de se repositionner. Et ça me fait penser, mais la conversion aujourd'hui crypto stablecoin, enfin du coup c'est crypto à crypto, et donc c'est pas taxé, mais les stablecoins, je vous en ai déjà parlé, les stablecoins étant amenés à être de plus en plus utilisés et répandus, peut-être qu'un jour, la conversion crypto à stablecoin, ce sera considéré comme un passage en fiat, et peut-être taxé. Dans cette configuration, le jeu sera plus compliqué quand même. Quelque chose d'étonnant là, que nous dit Glassnode, un acteur sérieux évidemment, mais voilà, c'est étonnant. On est en alt season, voilà, le signal est là. Le signal du cycle des altcoins est de retour en saison des altcoins. Bon, finalement, c'est parce que les alts ont moins chuté que BTC ces derniers temps. C'est quand même pas non plus hyper évident à l'œil, comme ça, au doigt mouillé, en étant dedans. Il y a eu quelques alts, mais bon, je sais pas. Bon, voilà, je trouve ça quand même assez étonnant et surprenant. Mais c'est ce qu'indique le signal. On est en alt season, hein. C'est le moment où on kiffe l'alt season, non? Elle est folle cette alt season. Mais donc parlons d'ETH, puisque quand on parle d'alt season, il faut regarder ETH en premier. On a eu une longue chute. En hebdo, il y a eu 9 semaines de baisse consécutive, et là on a eu une première bougie verte. En fait, on est allé taper le bas d'un canal descendant. Est-ce qu'on va remonter en haut du canal? C'est pas forcément dit, c'est pas sûr. On va peut-être prolonger la chute, encore un petit peu, je ne sais pas. Mais ça ressemble à peut-être, si ça rebondit, c'est parce que ça peut être une zone de support quand on voit ce point-là et cette zone-là précédente. De toute façon, les supports, les résistances, c'est toujours quelque chose de temporaire avant que ça cède. Je sais pas si c'est rassurant ou non du coup, mais quand on regarde la paire ETH-BTC, il y a quand même quelque chose d'intéressant et qui va dans le sens de cette alt season, qu'on a du mal à percevoir quand même. Est-ce que ETH va surperformer BTC? Alors dans la chute ou dans la hausse, ou les deux, il faudra voir ça aussi à long terme, mais on est en train de faire quelque chose, enfin retracement de Fibo, on est en train de faire avoir une configuration qui est similaire au dernier cycle lorsque ETH s'est mis à surperformer BTC, donc est-ce que ETH va surperformer BTC? Est-ce qu'on va avoir une alt season pour de vrai? Ou voilà, une drôle d'alt season quand même. C'est en tout cas le scénario de l'été. Bon, moi je vois quand même un range, hein, finalement un range et voire un plus bas. Mais globalement, plutôt un range pendant encore quelques mois, avec peut-être des petites frayeurs vers les 50K. C'est mon avis perso, mais après vous savez, ces choses-là, ça peut évoluer très vite. On verra. En tout cas, ça dépendra aussi certainement de la politique monétaire de la Fed, et a priori on se dirige pas vers des baisses de taux, sauf surprise. Voilà, il faudrait peut-être une surprise. Alors souhaitons-nous une surprise, une bonne surprise. Je vous dis à la prochaine, j'espère que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, un boost, et puis si vous découvrez, si vous êtes resté jusque là, il y a des chances que vous ayez apprécié, et donc vous pourriez vous abonner et même activer les notifications. Merci à vous, merci à moi aussi, et puis à la prochaine.